Donc là, le but, voilà, ça va être de partir un petit peu de ce carnet de bord de trading pour voir un petit peu cette semaine, alors pas qu'est-ce qu'il fallait faire, mais en tout cas, où est-ce qu'on en est par rapport au plan de trading que je vous envoyais, que moi j'ai utilisé tout au long de cette semaine. Est-ce que ça a été profitable ou pas? Et maintenant, est-ce qu'il faut changer de plan de trading? Est-ce qu'il faut les renforcer ou pas? D'accord? Donc ça vous permettra d'actualiser finalement pour ceux qui me suivent concernant mon carnet de bord de la semaine, de savoir où est-ce qu'on en est et est-ce qu'il y a besoin, il y a nécessité de l'ajuster ou pas. Est-ce qu'il faut les invalider ou pas? Voilà, comme ça permettra également à ceux qui me connaissent pas forcément encore de comprendre un petit peu comment est-ce que je travaille et quelles sont après les différentes informations et voir également la semaine prochaine euh, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre. Voilà. Si ça vous va comme format, eh ben on commence tout de suite donc dans le vif du sujet. Cette semaine, donc qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés? Je vais prendre tout simplement les configurations daily, hein. Il n'y a pas forcément besoin de revenir sur des unités de temps plus courtes. Vous avez sur le CAC 40 une montée en crabe qui s'est effectuée tout au long de la semaine. Alors la semaine passée, il ne s'est pas passé grand-chose. Vous avez eu des phases de range entre 5530 à peu près autour de la zone des 5530 pour faire large. Et ensuite, cette semaine, vous avez une on va dire première partie de la semaine où vous avez eu des évolutions un petit peu en crabe. Et hier, enfin en tout cas déjà hier et avant-hier, ça a commencé à se mettre en place. Mais hier, on a eu vraiment une grosse impulsion haussière. Alors, est-ce que déjà cette impulsion haussière sur le CAC, est-ce qu'elle est justifiée par une news macro, une news micro, bref, un catalyseur, on va dire une information financière qui a permis aux opérateurs de rentrer à l'achat sur le marché et de se dire bon, tout va bien, on va acheter parce que demain les perspectives seront bonnes. En tout cas, elles seront peut-être meilleures que les attentes actuelles, etc. Est-ce qu'il y a eu des news véritablement majeures sur les marchés? Eh bien non. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas eu de catalyseur, en tout cas macro ou micro, de news, d'informations financières qui a permis de justifier ce mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, si vous voulez regarder ce qui se passe depuis le 1er avril, on a une montée, vous voyez, hop, reprise, etc. Pourquoi on a eu déjà cette reprise? Parce qu'en fait, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que nous avions, en tout cas depuis le début du mois d'avril, peut-être des news rassurantes d'un point de vue de la BCE. La BCE, c'est la Banque Centrale Européenne. Banque Centrale Européenne qui annonce tout simplement après ses perspectives concernant l'économie de la zone euro. Et pour faire simple, brièvement, tout va bien en zone euro. En tout cas, tout va mieux que le passé. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'avenir sera très certainement meilleur. En tout cas, on est sur les bons rails et en tout cas, ça va bien se passer. Donc forcément, lorsque vous avez la Banque Centrale Européenne qui vous dit tout va aller mieux et bien dans l'avenir, vous avez bien évidemment après les opérateurs qui intègrent ça dans le prix de marché, dans le prix de leurs actions et qui disent du coup je vais acheter telle ou telle action qui va profiter justement de cette reprise économique de la zone euro qui est de plus en plus soutenue. Donc ça c'est une première chose. Donc le CAC a pris quasiment 10% depuis le début du mois d'avril. Ok, très bien. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé on va dire fin avril à partir de ce moment-là? Eh bien vous avez la Banque Centrale Européenne, donc toujours la même, qui nous a annoncé que finalement ça va pas être forcément aussi bon que ce qui était prévu. Ça va être compliqué de relever les taux. Vous vous rappelez, hein, relever les taux, c'est généralement lorsque vous avez effectivement une inflation qui s'approche de 2%, les taux sont proches de zéro. C'est que lorsque l'économie va bien, pour éviter une surchauffe, on remonte les taux progressivement. Après, pour revenir un peu dans une normalisation un petit peu de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que la Banque Centrale Européenne est peut-être un petit peu moins optimiste. Donc moins optimiste, ça veut dire qu'elle a dit finalement, on n'est pas prêt à relever les taux, c'est pas demain la veille. On va garder finalement une politique monétaire accommodante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
eh ben, on va laisser les taux d'intérêt très bas pour permettre voilà, les emprunts, etc., aux sociétés finalement de se développer, d'emprunter et voilà, de créer, on va dire, de la valeur ajoutée, pendant qu'effectivement, la Banque Centrale Européenne, elle, estime que l'avenir ne sera pas forcément meilleur. Alors pourquoi le marché a apprécié, en tout cas pourquoi le marché ne s'est pas replié? Parce que justement la Banque Centrale Européenne a été plus accommodante que prévu, et ça généralement c'est ce qui se passe d'ailleurs depuis la crise notamment de 2008-2009, lorsque vous aviez eu justement surtout la Réserve fédérale américaine, donc c'est l'équivalent de la Banque Centrale Européenne aux États-Unis, qui a commencé à lancer son quantitative easing, c'est-à-dire toutes ces injections de liquidités de milliards, de milliards, de milliards tous les mois pendant plusieurs années. Eh bien, les marchés, finalement, lorsque vous avez des injections de liquidités, c'est en gros, on fait tourner la planche à billets et on balance des billets. En gros, alors c'est pour résumer, simplifier, c'est pas véritablement comme ça que ça se passe, mais en gros, on fait tourner la planche à billets, on distribue des liquidités un petit peu partout, notamment aux banques, aux entreprises, etc. Et du coup, ça permet de donner un nouveau coup de souffle, une nouvelle vie, un nouveau départ pour l'ensemble des entreprises, l'ensemble de l'économie. Et du coup, les marchés apprécient bien évidemment. Donc, finalement, on est un petit peu dans ce processus-là, c'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne est un peu plus accommodante que prévu. Et du coup, ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi que ces objectifs, en tout cas que ce soit d'inflation ou de remonter ses taux de manière différée, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Donc du coup, vous avez les marchés qui n'ont pas corrigé, qui se sont stabilisés. Alors pourquoi est-ce que hier, avant-hier, ça a explosé? Je pense, dans la mesure où il n'y a pas véritablement de news associée à ce mouvement ascendant-là, que ce sont des flux techniques. C'est quoi des flux techniques? C'est tout simplement des mouvements de marché qui sont déclenchés par, alors ça peut être des rachats de short, ça peut être des positions, des ventes de positions acheteuses, pardon, ou des rachats de short. Des rachats de short, c'est quoi? C'est que vous avez les opérateurs qui sont vendeurs ici. Regardez, alors je vais vous refaire la séance ici. Vous avez les opérateurs qui sont effectivement sous des zones de résistance. On en reparlera après concernant mon plan de trading. Sous des zones de résistance, on vend à découvert, c'est-à-dire qu'on vend et puis on espère que demain le cours baissera pour pouvoir le racheter plus bas et encaisser la différence. Sauf que ce qui s'est passé, dans la mesure où ça n'a pas baissé, à un moment donné, les opérateurs prennent peur, les investisseurs, les traders, etc. prennent peur entre guillemets, ils coupent leur position et du coup, ça entraîne des mouvements haussiers sur le marché qui sont, j'estime encore une fois, considérés comme des flux techniques. Donc, ces mouvements, encore une fois, pour moi, ne sont pas forcément justifiés. On n'avait pas de raison de baisser, on n'avait pas de raison de monter non plus. Et finalement, ceux qui ont gagné, ce qu'on appelle un peu les boules et les bières, vous avez les taureaux et les ours qui s'affrontent, les acheteurs et les vendeurs qui s'affrontent. Et puis à un moment donné, il y a un camp qui gagne entre les deux. Mais j'estime que c'est uniquement des flux techniques. Et comme je l'ai déjà dit cette semaine, pour ceux qui m'ont suivi jeudi, hier matin, sur TV Finance, moi je privilégie plutôt les positions vendeuses, même dans la situation actuelle, même si les marchés montent, je privilégie les positions vendeuses. Je vous explique ensuite, je vous expliquerai dans la deuxième partie pourquoi, comment est-ce que je fais pour gérer cette situation sur les marchés sans être à l'achat. D'accord? Donc quand on est trader, lorsqu'on fait du trading, lorsqu'on investit, et vous le savez, autant que moi, si vous êtes sur les marchés H24, d'accord, l'objectif, encore une fois, c'est pas de revenir sur ce qui s'est passé. C'est pas que ça nous intéresse pas, mais ça nous aide pas à dire maintenant qu'est-ce que je fais? J'achète, je vends. À 5606, là on est à 5606 sur le CAC, 5607. Est-ce que je dois plutôt acheter? Est-ce que je dois plutôt vendre? Est-ce que la semaine prochaine, je pense qu'on a plus de chances de baisser, plus de chances de monter? Quel est mon plan de trading? Ça, c'est véritablement moi ce qui m'intéresse et peut-être également vous qui vous intéresse. Ok? Donc, voilà le constat. On fait la première partie sur le constat. Voilà un petit peu les explications. J'espère que tout le monde a plus ou moins compris ce que je voulais vous expliquer par rapport à ce mouvement sur les marchés. Voilà, donc bien évidemment, sur l'ensemble des indices européens, et ça on va le voir de manière un peu plus précise,
Par exemple, sur l'indice DAX, qui est l'indice allemand, vous voyez qu'on avait une zone de résistance. On a fait à peu près le mouvement, c'est-à-dire qu'en fait, on monte en crabe, on fait une accélération haussière sans véritable news, ce que j'estime être un flux technique. On a une petite phase de consolidation de 2 jours ou de 4 jours, 5 jours ici comme ici. Et derrière, ça remonte, ça rachète les positions vendeuses, ça rachète, ça rachète. OK? Donc, c'est un petit peu le même principe que ce qui se passe sur le CAC. Est-ce que aux États-Unis, c'est la même chose? Est-ce que à Wall Street, sur les marchés américains qui sont, alors pas censés, mais qui drivent depuis plusieurs années l'ensemble des indices internationaux vers le haut, est-ce que sur les indices américains, c'est la même chose? Est-ce que ça monte également en crabe? Alors, certains diront c'est étonnant, mais non. Effectivement, vous voyez, les indices américains, eux, sont beaucoup plus bas, entre guillemets, en tout cas depuis le début du mois d'avril. On a eu une progression beaucoup moins importante que ce qui s'est passé aux États-Unis. Pourquoi on a eu une progression beaucoup moins importante? Et vous voyez d'ailleurs que voilà, la progression qu'on a eue hier, regardez, ça c'est le SP500, d'accord? Le SP500 aux États-Unis, vous voyez que vous avez une zone de résistance et on n'a absolument pas eu de flux haussier sur les indices américains. Vous allez me dire, c'est bizarre, il y a un truc qui cloche. Oui et non. Alors, vous avez toujours cette thématique depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois de sous-performance des indices américains par rapport aux indices européens. C'est-à-dire que lorsque vous avez les indices américains qui montent, vous avez les indices européens qui montent beaucoup plus fortement. D'accord? Donc, les indices européens surperforment les indices américains. Lorsque les indices européens baissent, les indices américains baissent plus fortement que les indices européens. Là, on est dans cette phase-là. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette phase-là? Eh bien, tout simplement c'est tout simplement lié au dollar et plus particulièrement à l'euro-dollar. Regardez ce qui est en train de se passer depuis un mois, d'accord, à peu près depuis un mois. Le dollar américain, donc là c'est le dollar américain pour faire simple face à un panier de devises, que ce soit l'euro, le dollar australien, la livre sterling et le yen japonais, d'accord. Donc ça vous donne une représentation de comment évolue le dollar, pas seulement face à l'euro ou pas seulement face à une autre devise. Et vous voyez que le dollar progresse, d'accord. Et en attendant, bien évidemment, le dollar progresse, l'euro-dollar baisse, d'accord. Donc vous voyez que l'euro-dollar, alors c'est pas effondré, mais disons qu'il a quand même très fortement baissé depuis quelques semaines. Pourquoi? Déjà, pourquoi l'euro-dollar a baissé? Et deux, pourquoi est-ce que ça a une incidence sur cette surperformance et sous-performance entre les indices américains et les indices européens? L'euro-dollar a baissé, et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, par rapport à cette politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne a dit, nous, on n'est pas prêt à relever les taux, on n'est pas prêt à raffermir notre politique monétaire, on n'est pas prêt à revenir à une normalisation un petit peu de la politique monétaire. On est encore obligé de rester accommodant, d'injecter des liquidités, d'avoir des taux bas. D'un autre côté, dans le même temps, aux États-Unis, la Réserve fédérale américaine, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de relever ses taux. Elle est en train de raffermir sa politique monétaire. Pourquoi? Parce que en gros, c'est le plein emploi, d'accord? Aux États-Unis, il y a une croissance qui est nettement présente et il y a une inflation maintenant depuis 12 mois qui est donc en 12 mois glissant qui est à 2,5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il faut remonter les taux. Les taux sont en train de remonter. On est véritablement là. Alors, il ne faut pas que les États-Unis rentrent en surchauffe. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la Fed va relever encore ses taux cette année et très certainement peut-être 3 ou 4 fois encore l'année prochaine. Donc, on est vraiment dans une différence de politique monétaire entre la Banque Centrale Européenne et la Réserve fédérale américaine. Donc, vous avez une Banque Centrale Européenne qui est très accommodante et une Réserve fédérale américaine qui est de moins en moins accommodante et qui est en train de raffermir sa politique. Donc, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, en gros, pour faire vraiment schématique et très simple, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe concrètement, mais vraiment pour faire simple, c'est que la BCE, elle continue à faire tourner la planche à billets.
la réserve fédérale américaine, elle est en train de ralentir vraiment la machine de manière très très fortement. Donc forcément, plus d'euros, bah, la valeur de l'euro baisse, la valeur du dollar monte et du coup voilà pourquoi l'euro-dollar a baissé, et a baissé ces dernières semaines notamment par rapport, enfin l'euro-dollar a baissé, donc l'euro a baissé par rapport au dollar ces dernières semaines. D'accord? Donc, voilà l'explication. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que la baisse de l'euro-dollar a un impact justement sur les indices, que ce soit les indices européens et les indices américains, et les indices européens par rapport aux indices américains? Parce que lorsque vous avez la valeur de la devise de votre zone géographique qui baisse, eh ben, vos entreprises exportatrices sont beaucoup plus compétitives en termes de prix. D'accord? Donc ça, le marché apprécie et vous avez le marché en question, en tout cas la zone géographique, le marché de la zone géographique en question, eh ben, qui monte plus que les autres et vice-versa. C'est exactement ce qui s'est passé en 2008, c'est ce qu'on a eu pendant plusieurs années, c'est ce qu'on a appelé la guerre d'échange, d'accord? La guerre des devises, c'est que vous avez les banques centrales qui ont injecté à fond des liquidités. Il y avait deux objectifs, oui, injecter des liquidités dans l'économie, mais surtout, la guerre d'échange, c'est quoi? C'est que ces injections de liquidités, ça permet de faire baisser la devise de votre pays. Et faire baisser la devise de votre pays, ça permet également, alors pas de manière, il ne faut pas non plus déclencher un crack, hein, mais ça permet à vos entreprises exportatrices d'être beaucoup plus compétitives pour toutes celles qui exportent en termes de prix. D'accord? Par rapport aux autres zones géographiques. Donc, là, on n'est pas véritablement dans une guerre d'échange. La Fed est obligée de relever ses taux de toute façon parce que l'inflation, bah, voilà, on a atteint quasiment l'objectif. La croissance est là, etc. Alors que la Banque Centrale Européenne, bah, finalement, la croissance, elle n'est pas aussi bonne que prévu. Et donc, elle est obligée d'être beaucoup plus accommodante. Donc, c'est un peu, voilà, a fortiori, on a un euro-dollar qui baisse. Et vous voyez que ça n'empêche pas forcément, après, les États-Unis d'être en manque de croissance, etc. Même si vous avez un dollar qui remonte. OK? Voilà. Donc voilà concernant les explications de l'évolution de l'euro-dollar et pourquoi est-ce que maintenant, j'espère que vous avez compris pourquoi l'euro-dollar est en train de baisser et a baissé et pourrait d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, pourquoi pourrait continuer à baisser et pourquoi est-ce que l'euro-dollar a une implication comme ça sur l'évolution des indices et pourquoi est-ce qu'on a alors ce qu'on appelle la décorrélation des indices. C'est que bah, vous avez les indices européens, regardez, je vais vous reprendre le CAC qui explose quasiment depuis, voilà, depuis le début du mois d'avril. Et vous avez le SP500 ici, et bah, qui bouge plus forcément. Voilà, voilà la première chose. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Alors, lorsque vous avez, d'un point de vue purement mécanique, et c'est vraiment mécanique, lorsque vous avez, vous voyez, le dollar qui monte, d'accord? Vous avez certains actifs sur lesquels il se passe des choses, et notamment l'or. Quand le dollar monte, vous savez, l'or, certains disent, oui, c'est une matière première, c'est une valeur refuge, etc. Dans le concret, est-ce que l'or est véritablement une matière première? Non. L'or est considéré comme une paire du Forex. Pourquoi est-ce que c'est considéré comme une paire du Forex? Parce que l'or est coté en dollars. D'accord? Donc, quand vous avez, et de manière purement mécanique, c'est l'or contre le dollar. Donc, quand vous avez le dollar qui monte, mécaniquement, vous avez l'or contre le dollar, la valeur de l'or contre le dollar qui baisse. D'accord? Donc, vous avez vu que le dollar, ici, on est dans une progression ici. Et vous voyez que l'or, donc c'est qui s'appelle ici l'XAU USD, d'accord? Vous avez l'or qui baisse. Donc c'est purement mécanique. Ok, après on verra quel est mon plan, ma vision sur l'or. Donc vous avez la valeur de l'or, donc ça c'est l'once d'or qui continue à chuter, qui a fortement chuté notamment cette semaine, lié à tout ce qui s'est passé sur l'euro face au dollar et surtout le dollar américain. Ok. Ensuite,
Dernière chose, on va pas faire tous les actifs en revue parce que ça va être un petit peu pénible, mais je fais les principaux indices desquels notamment je suis et sur lesquels je vous ai proposé, pour ceux qui sont membres VIP IVT, un plan de trading cette semaine. C'est le pétrole. Alors vous avez le pétrole qui est toujours dans une progression haussière. Alors je vais revenir sur des graphiques un peu plus longs. Vous voyez, on a eu un effondrement ici du pétrole. Je suis ici sur le crude oil, c'est le WTI. D'accord. Vous avez le pétrole qui s'est effondré, qui est passé de 110 dollars à moins de 30 dollars. Et là, il est repassé de 30 dollars à 71 dollars. Vous le voyez très certainement, le prix à la pompe qui a explosé. Maintenant, vous savez pourquoi très certainement. Si vous ne saviez pas, c'est que le prix du pétrole explose. Et en même temps, nous, nos euros, si vous avez des euros, je ne sais pas si vous êtes dans d'autres pays, mais si vous voyez effectivement le prix du pétrole qui monte et l'euro en plus qui est en train de baisser, donc votre pouvoir d'achat par rapport au pétrole, il baisse et en plus, le prix du pétrole explose. Donc bien évidemment, quand vous faites le prix à la pompe, après, voilà, ça fait un petit peu mal. Mais voilà, tout simplement, le prix du pétrole, depuis 2016, on est parti à moins de 30 dollars. On est à plus de 70 dollars actuellement. D'accord. Donc ça, c'est le pétrole ici, le WTI. Et vous avez le Brent qui a atteint, lui, les 80 dollars. Donc voilà, on est un petit peu dans les mêmes proportions. Entre 30 dollars ici en début 2016 et à 80 dollars. Donc maintenant, sur le pétrole, qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous avez des flux qui restent toujours continus. Vous avez des tendances haussières ici. Alors, de temps en temps, on a des petites accalmies pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs jours. Et vous avez des phases de consolidation qui se mettent en place. Et puis finalement, vous avez ici, alors tout simplement, vous tracez une ligne. Vous tracez après des lignes. Vous voyez une tendance haussière qui est clairement affirmée. Ici, pour ceux qui ne le savent pas, si jamais... Ici, c'est ma moyenne mobile à 20 jours qui est tracée en bleu. En rouge, c'est ma moyenne mobile à 50 jours. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement à déterminer si vraiment vous avez, alors je n'allais pas dire vous êtes aveugle, mais disons que si ça vous aide véritablement à comprendre dans quelle tendance on est. Vous voyez qu'ici, les deux moyennes mobiles sont à la hausse. Vous êtes dans une tendance haussière, point barre. Ici, vous voyez que là, on est dans les moyennes mobiles. Elles sont en train de se croiser, de se resserrer, elles sont plates. Vous voyez qu'on est dans une tendance neutre. Voilà. Donc ça vous permet tout simplement après d'essayer de voir si on a des retournements de tendance, dans quel type de tendance on est, etc. etc. Voilà. Alors, maintenant, moi, quelle est ma stratégie effectivement sur le pétrole? Puisque quelqu'un me pose la question. Pourquoi est-ce que je cherche des positions vendeuses? Parce que j'estime... Alors, c'est un petit peu réducteur de dire parce que ça a trop monté, qu'on est sur des niveaux que forcément on a beaucoup plus de chances que ça baisse. Mais on commence à arriver dans des zones de résistance très très importantes. Alors ici, nous avions déjà une première zone de résistance sur lequel, vous voyez, alors je travaille comme vous le savez toujours dans des zones. On ne peut pas savoir à l'avance, on n'a pas de boule de cristal. On n'est pas des gourous, on n'est pas des... voilà. On essaye tout simplement d'essayer de déterminer des tendances et déterminer des plans de trading et de savoir si demain, est-ce que je vais plutôt acheter ou plutôt vendre. Voilà, tout simplement. On arrive ici sur des précédentes zones support, d'accord, sur lesquelles on avait quand même particulièrement bien réagi. Regardez ici, d'accord, depuis quelques années, d'accord, depuis 2006, sur le WTI notamment. Voilà, on était dans une zone de résistance une fois, deux fois, et ensuite zone support. D'accord? Donc, on arrive effectivement, comme me pose la question dans le chat ici Arthur, de savoir pourquoi est-ce que je cherche des ventes dans la zone de cours actuelle. Je n'aime pas, d'un point de vue vraiment fondamental, technique, etc., vendre le pétrole parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait une news à un moment donné d'accord de l'OPEP, vous savez, l'organisation des producteurs de pétrole qui s'accordent pour dire on stoppe tous en même temps notre production de pétrole pour faire remonter les prix. Pendant plusieurs mois, je vous répète un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années, mais pendant plusieurs mois, vous avez
tous les producteurs de pétrole qui se réunissaient tous les mois et qui étaient en train de dire, bon, un pétrole à 30 dollars, ça ne nous arrange pas du tout. Voilà, on a des millions de barils à vendre, etc. Les prix sont passés de 110 à 30 quand même, hein, c'est quand même pas négligeable. Donc comment on fait pour faire remonter les prix? Donc pendant plusieurs mois, tous les mois, quasiment je vais pas dire toutes les semaines, mais tous les mois, vous avez tous les membres justement de l'OPEP qui se réunissaient et qui étaient en train de dire, bah ok, il faut réduire la production, oui, mais toi, il faut que tu réduises aussi. Je ne vais pas que moi réduire, parce que moi, si je réduis, je vends moins, alors que les prix vont augmenter, toi, tu vas produire plus, etc. Donc il fallait qu'il y ait un accord global pour dire, bah on réduit, puisque la demande n'est pas là, la demande n'est pas là, on a beaucoup plus d'offres que de demandes. Donc ça ne sert à rien de produire des millions, de centaines de millions de barils toutes les semaines, tous les mois. Donc on va réduire notre offre, ce qui va permettre d'augmenter les prix. Et après, on se mettra d'accord en disant, bah ok, on va produire plus pour refaire un petit peu baisser les prix, en tout cas nous pour vendre plus de barils. Voilà. Donc pendant plusieurs mois, aucun accord n'a été trouvé, etc. Et au fur et à mesure, on a eu des accords qui ont été trouvés. Donc on avait eu un petit peu, pas un conflit, mais on avait eu énormément, voilà, énormément d'incertitudes par rapport à ce qui s'est passé sur le pétrole pendant plusieurs mois, alors quasiment années. Vous voyez, depuis 2015, on était voilà, dans cette zone ici, finalement, entre 60 et 30. Alors vous me direz, oui, entre 60 et 30, c'est énorme comme range. Oui, tout à fait, c'est du simple au double. Mais disons, au moins, on va dire, pendant toute l'année 2017, ici à 50 dollars, les membres de l'OPEP étaient quand même dans une situation relativement inconfortable. Donc, les prix du pétrole repartent, etc., etc. Tout le monde est content. Alors, peut-être sauf les consommateurs, mais en tout cas, les membres de l'OPEP sont contents. Et moi, pourquoi est-ce que je cherche des zones de vente? Parce que j'estime qu'on arrive sur des zones de vente quand même très, très importantes. Et le problème qui va se passer, qu'est-ce qui se passe si vous avez un cours du pétrole? Parce que vous savez que le pétrole, il ne sert pas que, pardon, à mettre de l'essence dans la voiture, mais voilà, il sert à énormément d'autres. C'est une matière première pour énormément d'autres produits. Et si vous avez un cours du pétrole qui monte, ça va être répercuté sur la production d'autres produits et donc sur les produits finis, etc. Et si vous avez une hausse, donc le pétrole représente également l'inflation. Donc si vous avez une hausse du pétrole alors que derrière, vous n'avez pas les salaires qui suivent, vous n'avez pas les consommateurs qui ont les moyens forcément bah voilà, d'acheter du pétrole ou en tout cas d'acheter des produits qui sont liés à la valeur du cours du pétrole, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir finalement, alors pas forcément un crack, j'en suis pas là à dire il va forcément y avoir un crack si les cours du pétrole ils commencent à exploser, mais ça peut tout à fait arriver, c'est que vous avez d'un côté les prix des matières premières qui augmentent, vous n'avez pas les salaires derrière qui suivent. Et donc, à un moment donné, si vous n'avez pas les salaires qui suivent, il va falloir faire des choix. Et ces choix, c'est quoi? C'est vous ne pouvez pas rembourser le crédit de votre maison, vos emprunts, etc. Vous avez ensuite, pas des faillites, mais disons, alors pas forcément des faillites personnelles sans aller jusque-là. Mais voilà, à un moment donné, vous ne pouvez pas rembourser votre crédit. Vous avez le prix de la vie, le coût de la vie qui augmente. Votre salaire, il ne suit pas. Donc, à un moment donné, de toute façon, il va falloir couper quelque part. Généralement, où est-ce qu'on coupe? On coupe les emprunts ou vous faites couper les emprunts par vos banques, etc. etc. Et après, vous avez des réactions vraiment fortement baissières sur les marchés. Donc, sans aller à anticiper, bien évidemment, un crack si le prix du pétrole continue à augmenter, et raison pour laquelle moi, j'estime que dans la zone de cours actuelle, je suis short. Mais ça vous permet un petit peu de comprendre comment est-ce qu'évolue d'un point de vue un petit peu macro, de manière vraiment très simplifiée sur la situation actuelle entre l'euro, le dollar, les indices, les mouvements des indices et également le cours du pétrole et l'évolution du cours de l'or. Voilà pour cette première partie. On a fait 30 minutes pour cette première partie. Je vous propose de faire une petite pause de 5 minutes sur ce live. Il est 10h05. On se retrouve à 10h10 et je vous expose ensuite
les différents plans de trading, les différents carnets de bord que les membres VIP IVT ont reçus. Ça vous permettra, que vous soyez d'ailleurs membre VIP ou pas, de comprendre un petit peu comment est-ce que je travaille, comment est-ce que j'ai travaillé tout au long de cette semaine. Et vous voyez ici que c'est le plan de trading que j'ai proposé, que j'ai envoyé et que j'ai suivi tout au long de la semaine sur IVT. Ça vous permettra de comprendre comment est-ce que j'ai travaillé, quelles étaient mes anticipations et quelles seront ensuite pour la semaine prochaine. On est vendredi. La semaine prochaine, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais ajuster mes plans? Comment est-ce que je vais les ajuster? Et quels seront mes plans de trading pour la semaine prochaine? Allez, on se retrouve, on fait une petite pause de 5 minutes et on se retrouve à 10h10 très précise ensemble pour continuer le live et pour faire la deuxième partie sur justement quels sont mes plans de trading. En attendant, n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas déjà le cas sur Twitter et de vous abonner à la chaîne Twitch. Comme ça vous permettra de retrouver un petit peu les lives lorsque j'en ferai de temps en temps.